Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Vous qui nous suivez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Bonjour et bienvenue au débat de Nana FM. Le syndicat de l'enseignement supérieur du Togo n'est pas du tout content du traitement infligé à son secrétaire général, Dr Difa Ayi Moussi. L'organisation syndicale dénonce l'affectation aux allures punitives de son premier responsable, le relevant du personnel enseignant de l'enseignement supérieur et l'intégrant au corps des enseignants de l'école normale supérieure d'Atapamé. Pour mieux comprendre le fond du sujet, nous recevons sur notre plateau Dr Difa Ayi Moussi. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, les auditeurs, pour certaines dispositions dépendantes de notre volonté, vous ne pouvez pas intervenir dans ce débat. Avec Romain Aziablé à la mise en onde, je suis Norbert Djouradi. Alors, docteur, depuis la semaine dernière, ou bien depuis le samedi dernier, vous étiez devant la presse, vous avez rencontré les médias à propos d'un différend qui vous oppose au premier responsable de l'université de Lomé. Que peut-on comprendre de ce dossier? D'abord, je voudrais remercier les auditeurs et auditrices de Nana FM et vous remercier aussi pour l'opportunité que vous me donnez ce matin de s'exprimer sur ce dossier. Il n'y a pas de différend en tant que tel entre le syndicat et les autorités universitaires. Par contre, il s'agit d'une décision prise par le ministère qui concerne le premier responsable du syndicat de l'enseignement supérieur du Togo. Et c'est cette décision qui prête à confusion et à interprétation. Voilà, donc il s'agit de l'affectation du secrétaire général à ma personne de l'université de Lomé sur l'école normale supérieure d'Atapamé. Décision intervenue le 20 avril 2023. Nous estimons, nous qualifions cette décision non pas d'affectation, mais plutôt d'une rétrogradation à allure punitive, comme vous l'avez dit. Et c'est ce que nous reprochons à la décision du ministère. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous reproche pour que vous quittiez l'université pour l'école normale supérieure d'Atapamé? Qu'est-ce qu'on me reproche? Je ne saurais personnellement le dire. Mais toutefois, quand nous faisons lecture de la décision du ministre, il dit que c'est pour nécessité de service que je suis affecté de l'université de Lomé à l'école normale supérieure d'Atapamé. Donc reproche, s'il doit y en avoir, on ne le lit pas dans les tests, dans la décision du ministre. Peut-être qu'il faut l'analyser sous d'autres angles pour voir si effectivement il y a des choses qu'on peut voir. Alors maintenant, qu'est-ce qui vous dérange quand on vous dit d'aller au niveau de l'école supérieure d'Atapamé? La décision du ministre à la lecture, à la lumière des tests qui régissent la situation administrative, pose des problèmes. D'autant plus que moi, je suis enseignant-chercheur. Je suis recruté par l'université de Lomé, ensuite nommé à la fonction publique en tant que professeur d'enseignement supérieur. Et j'ai pris fonction à l'université en qualité d'assistant. J'ai fait ma carrière, j'ai progressé. Je suis devenu maître assistant et ensuite j'ai été titularisé à la fonction publique toujours en qualité de professeur d'enseignement supérieur. Mais la décision du ministre dit que je suis affecté à l'école normale supérieure d'Atapamé en tant qu'enseignant de sciences physiques. Je voudrais d'entrée de jeu dire à tous que je n'ai pas la qualification d'enseignant de sciences physiques. C'est vrai qu'à l'université de Lomé, je dispense des cours au département de physique, je dispense des cours de physique, mais je ne suis pas enseignant de sciences physiques. Parce que les sciences physiques vont au-delà de la physique. Lorsqu'on dit sciences physiques, on fait allusion à la chimie, à la géologie, à l'astrophysique. Je n'ai pas compétence aujourd'hui d'enseigner les cours de chimie. Parce qu'il y a tout un département de chimie, et il y a tout un département de géologie à l'université. L'astrophysique, dans le temps, il y en avait, mais aujourd'hui, on n'en a plus à l'université de Lomé. Et donc, fêter en qualité de sciences physiques, lorsque j'ai acté cette décision, c'est faire faux et usage de faux, dans un premier temps. Dans le deuxième temps, la décision du ministre me dit que je suis intégré au personnel enseignant de l'école normale supérieure d'Atapamé. Et à ce titre, je vais percevoir les indemnités du personnel. Cela suppose déjà, quand on fait la lecture, que je suis relevé du personnel enseignant des universités et réintégré à un nouveau corps. Or, lorsque nous lisons les tests, les indemnités de l'école normale supérieure d'Atapamé sont définies par un arrêté ministériel.
alors que mes indemnités en tant qu'enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des universités publiques du Togo, sont définies par une loi de la République. Cela suppose qu'un arrêté ministériel vient mettre fin à une loi de la République, administrativement, ce qui ne nous semble pas possible. Voilà, donc ça veut dire que c'est une rétrogradation. Je quitte ma fonction d'enseignant-chercheur pour devenir enseignant de sciences physiques dont je n'ai pas d'ailleurs de qualification. Et en termes de rémunération, lorsque vous lisez le statut spécial, les rémunérations des enseignants-chercheurs sont encadrées par le statut spécial du personnel enseignant des universités. En son article 50, c'est dit clairement que la rémunération est déclinée en plusieurs catégories. La solde indiciaire, l'indemnité de suggestion, une indemnité académique, une indemnité de recherche et d'autres indemnités que je ne vais pas citer ici. Déjà, lorsque je quitte, on me relève de mon poste d'enseignant-chercheur et je deviens enseignant de sciences physiques, vous voyez que la décision le mentionne très clairement que je perds ma qualité de chercheur. Et par conséquent, je perdrai ma prime de chercheur, ce qui constitue une diminution de ma rémunération. Alors qu'une affectation n'a pas vocation à diminuer la rémunération d'un agent de l'État. Voilà. Alors aujourd'hui, depuis la décision du ministre, est-ce que vous avez fait des démarches auprès de l'autorité pour savoir un peu plus ou bien pour faire ce qu'on peut appeler un dialogue afin de trouver un bon dénouement? La philosophie et l'idéologie du syndicat de l'enseignement supérieur du Togo, c'est le dialogue, la concertation, la conciliation. Et c'est par cette voie que nous avons toujours porté nos revendications ou parfois tenté de porter nos revendications sur la table de nos autorités. Et dans le cadre de la décision intervenue le 20 avril plutôt, d'abord il y a eu beaucoup de confusion dès que la décision est arrivée. Nous avons pris du recul pour analyser, essayer de comprendre les contours juridiques et administratifs de la décision. Ça n'a pas suffi au sein du bureau et des conseils du syndicat. Nous sommes allés le 1er mai à une réflexion avec tous les membres du syndicat et nous avons analysé la décision. Nous avons pris des dispositions et au lendemain, on a entamé des démarches. Et dans la foulée, nous avons envoyé une délégation qui a rencontré le ministre de l'Enseignement supérieur pour tenter de comprendre davantage le fondement de la décision et voir s'il y a des possibilités de régler le problème rapidement en interne entre nous, de sorte que ça ne s'ébruite pas au grand public. Dans la foulée, il y a aussi une délégation informelle qui a eu à rencontrer le président de l'université pour toujours essayer de désamorcer la crise. Mais à ce niveau, on n'a pas eu de résultats concrets. Nous avons, dans la foulée, été surpris par un communiqué radio qui nous recherchait et à aller prendre fonction rapidement à Tapamé. Au cas contraire, les tests en vigueur seront activés. Suite à ça, nous avons eu l'impression qu'on ne nous comprend pas ou bien on n'est pas entendu lorsqu'on dialogue. Donc nous avons été obligés d'introduire un recours gracieux auprès du ministre de l'Enseignement supérieur pour lui poser ce que nous ne comprenons pas de sa décision, les lois de la République auxquelles la décision fait entorse, et nous estimons être victimes d'une injustice. Et donc on a cherché à comprendre de la part du ministre le pourquoi ces règles sont amenées à être violées par sa décision, de sorte à nous permettre de voir si on peut réglementairement prendre fonction ou pas. La réponse du ministre ne nous a pas éclairés. Nous avons aussi introduit un recours à la hiérarchie supérieure pour que le dossier soit pris en compte. Et donc nous restons fidèles à cette démarche de dialogue et nous comptons poursuivre jusqu'au bout pour pouvoir trouver un dénouement à la crise. Alors, est-ce que pour vous, vous n'irez pas prendre fonction ou comment? La question n'est pas en ce sens. Dès lors que c'est une rétrogradation, la rétrogradation pour un fonctionnaire ou un agent de l'État, c'est une décision qui vient au terme d'un processus disciplinaire. Alors nous n'avons pas fait objet de processus disciplinaire jusqu'à ce jour. Aucune faute ne nous a été notifiée jusqu'à ce jour. Et donc il ne s'agit pas d'aller prendre fonction. Le problème ne se pose pas. Ce n'est pas un refus de prise de fonction. Ce n'est pas là la question. C'est un refus de s'assujettir à une sanction dont nous n'avons pas été notifiés avant et le processus réglementaire à la matière n'a pas été observé. Et donc, aller prendre fonction, lorsque vous relevez quelqu'un, un professeur d'enseignement supérieur, et vous le transformez en enseignant de sciences physiques, et que vous voulez le contraindre par la puissance publique à aller prendre fonction, et qu'il le fait, c'est qu'il a acté, à partir de ce moment, avoir commis une faute dont il est sanctionné, et il assume l'intégralité de la sanction.
Donc c'est ce que nous refusons de faire. S'assujettir à une sanction qui ne nous avait pas été notifiée auparavant et qui devait suivre un processus normal. Et je peux vous le dire, quand vous lisez le statut spécial des enseignants du supérieur et que vous lisez aussi les statuts généraux de la fonction publique qui cadrent le fonctionnement, vous voyez que la rétrogradation n'est pas en première ligne des sanctions. Et donc lorsqu'un agent est fautif, on lui notifie sa faute, on le traduit devant les conseils de discipline comme ça se doit, il reçoit des avertissements, des blâmes, c'est progressif. Et donc une sanction qui va toucher à la rémunération d'un agent de l'État, je crois que ce n'est pas vraiment en premier ressort. Aujourd'hui, certaines personnes pensent que on vous a fait à l'école normale supérieure d'Atapamé parce qu'il y avait eu entre-temps des revendications au niveau de votre syndicat, le syndicat de l'enseignement supérieur. Je ne sais pas si vous voulez bien revenir sur cette plateforme revendicative. Oui, je veux bien y revenir parce que comment les choses sont d'ailleurs arrivées, nous avions le 22 février écrit un courrier de demande d'audience au ministre de l'Enseignement supérieur, voudrant le rencontrer pour discuter d'un certain nombre de préoccupations du personnel enseignant des universités. Nous n'avons pas eu de réponse. Je crois que quelques semaines plus tard, nous avions réintroduit une deuxième demande auprès du ministre. Et dans cette demande, il y a quelque chose d'assez particulier. Nous avions porté à l'attention du ministre de l'Enseignement supérieur un malaise, un état de mal-être qui règne au sein de la communauté universitaire. Et c'est un malaise assez profond, dû à plusieurs choses. Et nous avons dit au ministre qu'il y a nécessité à ce que nous ouvrons, qu'ils ouvrent le dialogue entre les acteurs de l'université, que nous nous penchons sur ces questions-là, de sorte à les résoudre de façon définitive et éviter de sorte que nous arrivons à une crise. Nous avons pris le courage dans ce courrier de faire copie au secrétariat général du gouvernement, eu égard à la portée du message que nous portons. Et en réponse à ce courrier, le ministre nous a donné une réponse aux préoccupations et il disait qu'il n'y ait plus question de porter des revendications à ce titre-là. Et comme nous disions dans notre courrier que la paix sociale est menacée par cet état de mal-être, et donc insidieusement vers la fin de ce courrier, le ministre déjà disait que, comme nous-mêmes nous l'avions dit dans notre courrier, et que la paix sociale aussi est aussi importante pour les autorités, et que toute personne qui serait tentée de troubler cette paix est préjudiciable enfin, je préfère taire le mot. Et donc c'est suite à ça que quelques jours plus tard, je crois que c'est 2 ou 3 jours après que la décision d'affectation est arrivée. Et donc on peut faire tout de suite la corrélation directe en disant que c'est notre volonté de porter les revendications à table et ont abouti à ces sanctions. En quoi consistent les revendications? On va en parler très rapidement. La première revendication que nous étions tentés de porter sur la table du ministre porte sur les cours en ligne, le dispositif des cours en ligne dans les universités publiques du Togo. Je veux d'entrée de jeu dire qu'aujourd'hui, à ce stade, le syndicat de l'enseignement supérieur du Togo dit définitivement non à ce dispositif pour plusieurs raisons. Il est dit que ça aide souvent les étudiants. Oui, il est dit, c'est ce qui est dit, mais la réalité, elle est tout autre. Elle est tout autre. Je crois savoir que tous les parents, beaucoup de parents qui nous écoutent ont des étudiants chez eux à la maison. Ils peuvent rapidement, en discussion avec les étudiants et les enfants qui sont les leurs, voir si effectivement ce dispositif participe à aider les étudiants. L'année passée, je crois, à l'université de Lomé, si la mémoire est bonne, nous étions à 75 000 étudiants. Et cette année, on doit être proche de 100 000 étudiants. Pourquoi nous refusons ce dispositif? Je vais vous dire comment ça marche. Aujourd'hui, l'enseignement est programmé dans un système hybride où il y a une partie en présentiel avec les étudiants comme on l'a fait jusqu'en 2020 où l'enseignant est là, il a devant lui les étudiants, il y a un tableau et il prend la craie ou il prend le marqueur, il explique son cours, il explique son enseignement aux étudiants. Voilà. Et la deuxième partie consiste à ce que l'enseignant soit sur une plateforme numérique, devant son ordinateur, l'étudiant aussi de l'autre côté et on s'échange par un dispositif de cours en ligne. Alors, vous faites une semaine de cours en présentiel, par exemple cette semaine avec les étudiants. La semaine qui va venir, vous êtes en ligne. La semaine d'après, vous revenez en présentiel. La semaine d'après, vous retournez en ligne. Donc, c'est alterné. Une semaine en présentiel, une semaine en ligne. Je peux vous dire, moi, j'ose même l'affirmer, vous pouvez faire des enquêtes vous-même. Tout le monde peut faire cette enquête-là. Aujourd'hui, quand vous prenez une unité d'enseignement, par exemple, où vous avez 1000 étudiants qui sont inscrits, d'accord?
Et lorsque vous allez en cours en ligne, sur les 1000 étudiants, c'est une grâce divine que vous retrouvez 100. Si vous avez 100 étudiants, vous êtes béni. Et si vous avez 100 étudiants en début des cours et que les 100 sont restés avec vous jusqu'à la fin des 2 heures d'enseignement, ça, franchement, c'est l'ultime bénédiction que Dieu puisse vous accorder aujourd'hui. Donc, comment vous comprenez que lorsque 1000 étudiants sont inscrits, vous vous retrouvez en ligne avec 100 étudiants, vous soyez à l'aise en tant qu'enseignant pour dire que vous faites votre cours. Et ça, c'est un malaise profond que nous vivons aujourd'hui en tant qu'enseignants. Nous ne sommes plus dans les dispositions normales pour pouvoir enseigner correctement. Autre chose, je crois, peut-être que ça va marcher dans des disciplines comme l'histoire ou le droit ou autre, mais je me demande comment fondamentalement vous pouvez expliquer un cours de mathématiques, de géométrie sur un ordinateur derrière et l'étudiant aussi derrière son ordinateur. C'est compliqué à faire. C'est très compliqué, voire quasiment impossible. Voire quasiment impossible. Alors maintenant, je vais faire le chapitre 1 par exemple. Je commence le chapitre 1 en présentiel cette semaine. Je vais faire jusqu'au paragraphe 3, paragraphe 4. Et la semaine d'après, j'entame le paragraphe 5, je suis en ligne. D'accord? Et sur mes 1000 étudiants que j'ai eu en présentiel, je retrouve 100 en ligne. Je poursuis le paragraphe 6, 7 et 8 avec 100 étudiants. Je reviens la semaine d'après, je dois continuer avec le paragraphe 7 avec 1000 étudiants. Tout de suite, vous êtes en déphasage avec vous-même. Vous constatez que les étudiants qui sont en face de vous ne suivent plus la chronologie de votre enseignement. Donc, vous êtes obligé de reprendre l'enseignement en ligne en présentiel avant de continuer. Donc, quasiment, le cours en ligne n'a plus de raison d'être. Ça n'a plus de valeur ajoutée au dispositif d'enseignement. Or, malheureusement, quand vous prenez aujourd'hui les calendriers de programmation de la direction des affaires académiques, une semaine en ligne, une semaine en présentiel, 12 semaines, ça veut dire que le cours, l'enseignement est réduit carrément en 6 semaines. Donc, ça veut dire que nous dispensons une semaine, un semestre d'enseignement dans les universités en 6 semaines de cours de présentiel. Et ça, c'est quelque chose que nous ne saurons plus admettre. On nous empêche définitivement de jouer notre rôle, d'exercer correctement notre métier. Nous ne pouvons plus continuer à ça. Et quand vous prenez, par exemple, ça suppose quoi directement? Lorsque je prends une ligne de 4 crédits aujourd'hui, dont il faut dispenser 48 heures, alors, puisque c'est 12 semaines, si je compte, y compris les cours en présentiel et les cours en ligne, nous arrivons à 24 heures d'enseignement. Et donc, une heure de 4 crédits qui doit être dispensée en 48 heures est programmée en 24 heures. Et sur les 24 heures, vous avez 12 heures en ligne et 12 heures en présentiel. Ce que je viens d'expliquer sur les cours en ligne, je crois que quasiment il faut les sortir. Ça veut dire que de 48 heures, on passe aujourd'hui à 12 heures d'enseignement. Autrement dit, de 4 crédits, on passe à 1 crédit. Et ça, nous disons que c'est une malversation académique. D'autant plus que c'est le nombre de crédits qui détermine la valeur de la licence à 180 crédits. Donc, quand on cumule les crédits des cours, on arrive à 180 crédits totalement pour délivrer une licence de façon normale. Et dès lors que les crédits sont divisés par 4, aujourd'hui, une licence de 180 crédits est délivrée au maximum à 45 ou 90 crédits. Donc, c'est une dévaluation du diplôme, ce que nous appelons pas une malversation académique. Et ça va plus loin. L'étudiant va payer pour les 48 heures. Donc, l'étudiant sur les 3 ans paye pour 180 crédits et nous lui offrons tout au plus 80 crédits. Ça devient aussi une malversation financière. Et donc, nous ne voulons plus être complices de cette entorse que nous porte à la qualité de l'enseignement, principalement à l'Université de Lomé. Et donc, ça, c'est une des revendications fondamentales que nous voulons porter sur la table de l'autorité. Nous avions d'abord voulu discuter entre nous au syndicat, en Assemblée générale, appréhender tous les contours de cette histoire, mais l'autorité nous a empêchés de faire cette Assemblée générale-là. Donc, les réflexions sont en cours. Je pense que nous sommes décidés au niveau du syndicat, au-delà de nos premières autorités, à déposer ce dossier sur la table du Premier ministre et plus loin même sur la table du chef de l'État. Alors, au-delà de cette revendication, il y a aussi la question des décisions abusives et arbitraires qui tentent de s'installer à l'Université de Lomé. Parmi ces décisions arbitraires, c'est les coupures abusives des salaires. Oui, les agents de l'État qui travaillent jusqu'à la fin du mois découvrent qu'ils ne sont pas payés et qu'il faut qu'ils fassent des démarches pour comprendre pourquoi ils ne sont pas payés, faire des demandes et des réclamations afin d'être payés. Et nous trouvons que ce n'est pas normal. Pour nous, ce n'est pas normal. C'est du droit de l'autorité universitaire de chercher à ce que chaque agent travaille correctement, exerce ce pourquoi il est recruté, ce pourquoi il est payé. Cependant, lorsque vous avez un agent que vous estimez qui n'a pas accompli sa mission, les règles disent très clairement, vous l'appelez, d'accord, vous le lui notifiez et vous l'avertissez et qu'il prenne les dispositions nécessaires pour faire son travail. Et lorsque aucune notification n'a été faite
à l'agent et qu'il découvre qu'à la fin du mois son salaire n'est pas payé, nous disons que ça fait entorse aux principes élémentaires de gouvernance. Voilà. Et donc ça aussi, nous ne voulons plus de ce genre de décisions. D'autres genres de décisions abusives, c'est les affectations punitives, dont aujourd'hui je suis victime, et qui n'est pas la première en la matière. En 2020, un collègue de Kara a été affecté de l'école de l'université de Kara vers une autre institution de l'enseignement supérieur. Ce collègue a vu son salaire diminuer de 65%. En termes d'exemple, cela suppose que si ce gars était payé à 200 000 quand il était à l'université de Kara, quand il était en poste à l'institution en dehors de l'université, il était payé à 73 000 francs. Comment vous comprenez ça? C'est pas normal. C'est pas normal. Et ce collègue a fait à son poste 10 mois sans même toucher un seul centime. Il a fallu qu'on le retourne à l'université de Kara pour qu'on lui paye des trucs là, comment on appelle ça, des arriérés. Et pendant ces 10 mois, qu'est-ce qu'il en est advenu de lui, de sa famille, de ses enfants, de ses parents dont il a toujours la charge aujourd'hui? C'est inhumain pour notre part. Et ces genres de décisions, nous ne voulons plus. Et c'est le même schéma que le ministère tente de reproduire aujourd'hui. On a fait un enseignant d'une université vers un autre établissement de l'enseignement supérieur, certes, mais qui n'est pas à caractère universitaire. Donc, de facto, cet agent perd son statut spécial en tant qu'enseignant supérieur et retrouve un statut de l'école où il est affecté. Et à ce jour, l'école normale supérieure d'Atakpamé n'a pas un statut unifié pour son personnel. Donc, ça veut dire que aller aujourd'hui à l'école normale supérieure d'Atakpamé, dire que je vais avoir un statut qui m'est particulier à moi seul, au Togo. Et ça, nous ne comprenons pas ce genre de décision. Voilà. Et autre revendication, je ne sais même pas s'il faut les appeler des revendications à partir de ce moment. Je dis que c'est le refus de s'assujettir au principe de droit acquis. Notamment en 2019, nous avons signé un relevé de conclusion avec le gouvernement qui était censé vider complètement notre revalorisation salariale depuis 2011. Je voudrais, avant de détailler ça, dire que depuis 2012, les enseignants-chercheurs des universités publiques du Togo n'ont déposé aucune revendication d'augmentation salariale sur la table du gouvernement. Je l'affirme. Depuis 2012, nous n'avons déposé aucune revendication d'augmentation de nos salaires. Ce dont il est question depuis 2012, c'est qu'on mette en œuvre des accords que nous avons signés avec le gouvernement. Et c'est pour ça que nous avons toujours porté nos vérités revendicatives en ce sens-là. C'est mettre en œuvre des accords que nous avons signés. C'est pourquoi nous parlons du refus de s'assujettir au principe de droit acquis. Donc en 2019, évidemment, quand on a signé le relevé de conclusion, l'État s'est engagé à vider complètement l'accord de 2011 qui revalorisait nos salaires. L'État a honoré son engagement, il a versé les fonds aux deux universités publiques du Togo, l'Université de Lomé et l'Université de Kara. Au titre de 2019, le montant versé par le gouvernement devait servir à payer 6 mois de revalorisation. À ce jour, les enseignants n'ont bénéficié que de 2 mois. Les 4 mois sont partis dans la nature. Et c'est ce que nous cherchons à comprendre. Où sont passés les fonds versés par le gouvernement aux universités pour payer les enseignants? On ne les trouve pas. Donc nous voulons qu'on nous explique clairement ce qui se passe. Et dans ce dossier, l'université de Kara, dans nos vérités revendicatives, à un moment donné reconnu effectivement que l'État a mis à sa disposition des fonds qui correspondent effectivement à 6 mois de revalorisation de salaire sur 2019 et qu'il a versé 2 mois. Et il s'est engagé à terme à payer les 4 mois. Malheureusement, ce processus n'est pas allé au bout pour des raisons que nous ignorons. Voilà. Autre forme de droit acquis que nous estimons, il y a aussi la question de le chef de l'État, dans le souci d'accompagner les Togolais dans leur ensemble, a fait face à la vie chère, a pris 2 décisions assez importantes et qui ont soulagé tous les Togolais. Et nous saluons ces décisions-là. Il s'agit notamment de la revalorisation de la valeur indiciaire de 5% en 2020 et de 10% en 2022. Alors, cette revalorisation n'est pas toujours appliquée au personnel enseignant des universités publiques du Togo. Et en la matière, je veux expliquer. Le personnel des universités, c'est 2 catégories. Il y a le personnel enseignant et puis le personnel administratif et technique. D'accord? Le personnel administratif et technique a eu à bénéficier des 5% en 2020. Malheureusement, le personnel enseignant n'a pas bénéficié jusqu'à ce jour. D'accord? Et lorsque le chef de l'État a annoncé les mesures de septembre 2022, aujourd'hui, on tente de nous faire comprendre que cette augmentation de 10% de la valeur indiciaire n'est plus applicable au personnel administratif ou technique. Or, c'est le même type de décision qui a été prise en 2020 qui leur a été appliquée. Comment on peut expliquer aujourd'hui que des décisions identiques
soit appliquée dans un premier temps et qu'on refuse de l'appliquer dans un deuxième temps pour ce personnel administratif et technique. Eux aussi cherchent à comprendre et nous portons également ces revendications avec eux. Malheureusement, pour le personnel enseignant, ni les 5% ni les 10% ne sont pas appliqués. Entre-temps, nous avons attiré l'attention de l'autorité en 2020 pour le faire comprendre, de faire extrêmement attention que ça risque de porter atteinte même aux enseignants qui sont en fonction et ceux qui sont à la retraite. Ça n'a pas duré. Fin 2020, début 2021, les collègues enseignants-chercheurs qui allaient à la retraite ont vu s'appliquer un redressement à la caisse de retraite. Puisque comme la valeur indiciaire a augmenté, notre cotisation à la caisse devait augmenter. Mais ça n'a pas été appliqué dans le traitement de nos salaires. Donc nous avons continué par cotiser à la caisse de retraite comme si la valeur n'a pas changé. Et la caisse de retraite tout de suite dit non, il y a un moins perçu. Et lorsque les collègues vont à la retraite, on leur facture ce moins perçu-là. Ils doivent le payer avant de voir leur pension se liquider. Raison plus de plus qui justifie qu'en réalité, dans les tests réglementairement, les enseignants devaient bénéficier de cette augmentation-là. Alors maintenant, quand vous avez porté toutes ces revendications auprès de l'autorité, quelle a été sa réaction? Sa réaction, c'est de vous affecter ou bien il y avait d'autres réactions avant que l'affectation ne vienne? Mais il faut dire qu'on n'a même pas réussi à porter la revendication. Nous tentons d'apporter la revendication. Et c'est dans cette tentative d'apporter la revendication que l'affectation est tombée. Et donc, il y a un autre point que j'avais oublié, c'est les primes de départ à la retraite. Voilà. Les personnels enseignants qui quittent aujourd'hui, qui vont à la retraite, ne bénéficient pas de ces primes de départ à la retraite, qui sont aussi des mesures d'accompagnement annoncées par son Excellence le chef de l'État. Donc, voilà un certain nombre d'éléments que nous cherchons à comprendre. Et donc, on n'a même pas réussi aujourd'hui à poser ces revendications de façon claire sur la table de l'autorité. Donc, c'est la tentative de faire poser ces revendications qui ont abouti à la décision d'affectation. Et nous estimons que c'est tout simplement une tentative de décapiter le syndicat, démembrer le bureau du syndicat et pour mettre définitivement fin aux revendications des universités. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez au niveau du syndicat de l'enseignement supérieur du Togo? Ce que nous voulons, c'est que on nous écoute. Le syndicat n'est pas une organisation qui veut porter entorse au bon fonctionnement des universités. Ce n'est pas notre vocation. C'est de contribuer, c'est d'aider les gouvernements les dirigeants à asseoir une gouvernance qui met au centre l'homme, tel que voulu par le président de la République dans ses vœux à la nation le 1er mai. Nous partageons entièrement cette vision-là et nous voulons que ça soit pris en compte dans la gestion des universités. Qu'on s'asseye autour d'une table, qu'on discute de nos préoccupations et pour que nous puissions arriver à de meilleures conditions de travail et que nous formons les étudiants comme ça se doit pour travailler de façon correcte dans l'administration togolaise demain. Alors, et si jusque-là, le ministre ou bien votre ministre de tutelle ne vous appelle pas, quelles sont les démarches que vous allez entreprendre? De toute façon, l'évolution de la situation jusqu'à aujourd'hui démontre à suffisance que nos autorités premières ne sont pas disposées, n'ont pas l'oreille attentive à nos revendications, mais je crois qu'ils bénéficient de la confiance d'une supérieure hiérarchique avec laquelle nous pouvons toujours discuter. Donc nous restons fidèles à la ligne de dialogue. Nous trouverons certainement des voies les plus autorisées qui sauront nous écouter et qui apporteront les solutions idoines aux problèmes que nous posons. Ce qui veut dire que d'ici là, vous n'irez pas prendre fonction? Non, mais je crois que je l'avais expliqué à suffisance. La question ne se pose pas en termes d'aller prendre fonction ou pas. Dès lors que l'affectation n'est pas régulière, et lorsque l'affectation porte atteinte à mes droits acquis, ce n'est pas que je refuse de prendre fonction, mais je refuse de cautionner une punition dont aucune faute ne m'a été notifiée. Donc je crois que ce langage de refus d'aller prendre fonction doit être, à mon avis, corrigé. On n'est pas dans ce schéma. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà adressé un courrier au gouvernement relatant la situation qui prévaut actuellement à l'université de Lomé? Oui, dans notre démarche de conciliation et de dialogue, je l'ai dit, qu'après le recours gracieux, nous avons introduit aussi un recours hiérarchique. Et nous faisons confiance au gouvernement pour traiter le problème. Alors, si vous avez un message à l'endroit de l'autorité? Ça dépend à quelle échelle. Bon, d'abord à votre ministre de tutelle. Bon, au gouvernement d'abord et puis à votre ministre de tutelle. Au gouvernement, c'est de se saisir du dossier de l'enseignement supérieur
Ce que nous souhaitons, c'est que nous formons la relève du pays. C'est notre mission, c'est le cahier de charge que le gouvernement nous a confié, former, donner une formation de qualité pour le peuple togolais. Et nous adhérons entièrement à cette mission. Nous comptons l'assumer en toute responsabilité. Et ce que nous voulons, c'est qu'on nous donne les meilleures conditions, le minimum que l'État puisse. Les conditions économiques sont très difficiles en ce moment, nous avons conscience. L'État fait tout ce qu'il peut pour nous accompagner. Et ce que nous demandons, c'est que le minimum que l'État met déjà à notre disposition, que ce soit rétribué aux ayants droit pour les motiver davantage à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et nous sommes toujours disposés à discuter avec le gouvernement de ce qui est convient de faire pour améliorer la qualité de l'enseignement. Donc je crois que le gouvernement a une oreille attentive, hein. Nous avons confiance, il a une oreille attentive. Et on trouvera toujours la table de discussion à quelques endroits que ce soit pour discuter. Alors, docteur, aujourd'hui, quand des gens affirment que les enseignants du Togo sont ces travailleurs qui ont les meilleures conditions de vie et de travail, vous répondez quoi? C'est un discours, hein, que nous entendons depuis un moment, et d'ailleurs même ce discours a pris de l'ampleur depuis 2020. Ce que nous appelons quelque part une campagne d'intoxication d'une part, et d'autre part c'est aussi une propagande, une désinformation qui porte même atteinte à l'intégrité morale et physique du corps des enseignants du supérieur. Vous voyez, dire sur des médias, hein, comme ça, que un groupe de corporations est le mieux payé, vous comprenez un peu ce que ça veut dire socialement? Vous exposez cette corporation-là à beaucoup de choses. Et c'est là où nous parlons d'atteinte à l'intégrité physique du corps des enseignants. Maintenant, quant à ce que ça ne tienne, qu'est-ce qu'on n'entend pas être les mieux payés au Togo? Quel est le référentiel par lequel on est le mieux payé? Et qu'on nous le dise. Et d'ailleurs, si l'État a accordé ce niveau de rémunération au personnel enseignant du supérieur, c'est parce que l'État a conscience du rôle qui sont les leurs. Et l'État estime que c'est ce qu'il mérite pour pouvoir accomplir convenablement la mission qui leur est accomplie. Alors pourquoi on va se dire que oui, voilà des gens qui sont les mieux payés et tout. Et le discours derrière même c'est dit que voilà, vous êtes les mieux payés, mais vous ne faites pas votre boulot. C'est vrai, hein, dans toute corporation, au-delà même de l'enseignement supérieur, dans toute corporation, il y a toujours des manquements. Ça, nous le reconnaissons de façon volontiers. Il y a toujours des manquements. Et d'ailleurs, même le rôle des dirigeants, c'est d'arriver à identifier, à relever ces manquements et apporter les solutions nécessaires de sorte à les corriger pour une meilleure efficacité et efficience. C'est pour ça que les dirigeants sont là. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'enseignement supérieur est exempt de ces manquements-là. Et volontiers, nous sommes aussi disposés à contribuer à améliorer ces manquements. Mais de là à dire que voilà des gens qui sont hyper bien payés et qui ne font pas leur boulot, je crois que c'est exagéré. Et ce discours ne mérite pas d'être tenu à l'endroit des enseignants du supérieur. Alors, je discutais entre-temps avec un enseignant de l'université qui disait vous, aujourd'hui, vous enseignez dans les bonnes conditions, que quand vous prenez 2005, 2008 jusqu'à un passé récent, que l'enseignement, ce n'était pas ça, surtout en matière d'infrastructure. Alors aujourd'hui, comment ça se passe à l'université de Lomé? Vous posez la question en termes d'infrastructure, c'est ça? Oui. D'évolution d'infrastructure? Oui. Oui, ben, je crois que c'est une opportunité pour moi aussi de dire un grand merci au président de l'université de Lomé. Nous l'encourageons en ce sens. Il a fait beaucoup d'efforts en matière d'infrastructure. Je crois, hein, que tout observateur extérieur, quand vous rentrez aujourd'hui sur le campus, chacun peut de façon perceptible le voir. Et nous lui disons merci et on l'encourage en ce sens. Félicitations d'ailleurs même au président de l'université de Lomé. En termes d'infrastructure toujours, il y a quelques semaines, le président de la République s'est déplacé à Kara. Il a posé la première pierre pour la construction de l'université de Kara. Voilà des choses que nous saluons. Donc, comparativement au passé, ce qui se fait aujourd'hui en termes d'infrastructure, il y a eu de l'évolution. Nous encourageons, nous apprécions et nous voulons que ça continue dans ce sens. Mais attention, il va falloir aussi que ça cadre avec un plan de développement durable. Construire, c'est bien, mais il faut que cette construction intègre un plan de développement durable qui tient compte de l'évolution de la masse estudiantine.
Oui, je vous disais tout à l'heure tantôt que nous étions à 75 000 étudiants l'année passée et cette année nous sommes quasiment à 100 000. Donc on a un taux de progression moyenne de entre 15 et 25 000 étudiants chaque année. Et donc, vous voyez, si les infrastructures doivent suivre, c'est avec une vitesse qui va avec aussi. Mais ça ne saurait être aussi inextensible. Ça veut dire qu'il faut avoir un système de formation qui permet aux étudiants de rentrer et de sortir. Sinon, tout de suite, il y a de la saturation. Et d'ailleurs, nous le vivons déjà. Des étudiants qui rentrent à l'université de Lomé aujourd'hui, qui font 5 ans, qui font 6 ans, qui font 7 ans pour faire une licence de 3 ans. Et lorsque nous arrivons aux délibérations, nous faisons face à ces constats, c'est totalement de la consternation. Donc nous saluons ce qui est fait, mais en même temps, il faut des réformes structurelles profondes pour adapter la croissance de la masse estudiantine à l'évolution des infrastructures. Alors, docteur, il nous reste pratiquement 1 minute. Vous avez un message à l'endroit en guise de mot de fin. En guise de mot de fin, je voudrais m'adresser particulièrement au président de l'Université de Lomé et de faire en sorte que les collègues de l'enseignement supérieur de l'Université de Lomé, aujourd'hui, dont les salaires sont coupés pour des motifs et des raisons que nous ignorons, que les salaires soient rétablis. Je puis vous dire que mon affectation, non seulement elle est une rétrogradation, elle est punitive, elle est aussi rétroactive. Cela veut dire que depuis le mois d'avril, où j'ai travaillé convenablement, je n'ai pas non plus mon salaire. Et quand vous regardez la décision d'affectation, elle est adressée à la solde. Ça veut dire que mon salaire est coupé. Je me demande si une décision d'affectation induit une coupure de salaire, et d'ailleurs de façon rétroactive. Donc, on appelle à la sagesse du président de l'Université de Lomé à rétablir rapidement les salaires des collègues pour leur permettre d'exercer convenablement leurs fonctions. Nous disons merci au docteur Diffa Ayemoussi. Il est le secrétaire général du syndicat de l'enseignement supérieur du Togo. Merci également à vous pour votre disponibilité et votre fidélité d'écoute à cette émission. Merci à Romain Aziablé pour la mise en onde. Je suis Norbert Duvadi. Bonne suite de nos programmes.